re-bienvenue pour ce deuxième talk de la journée, après 15 petites minutes de pause. Voilà, comme vous voyez, on est super bien organisé. Hyper content de recevoir 3 intervenants de qualité, j'ai envie de dire. Je vais commencer par les femmes, j'allais me tourner vers toi Andrea, mais non, je suis galant. Je vous laisse vous présenter peut-être succinctement en 30 secondes. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, je suis Marion Ranvier, directrice de la Content Square Foundation et historiquement fondatrice et CEO de Adapt Mon Web. Enchanté, Marion. Enchantée. Et merci d'être avec nous. Je suis ravie d'être avec vous. À toi Théo. Et bonjour à tous, je suis Théo Dumerski, je suis le président et un des cofondateurs de Frelo. On est une start-up sociale et solidaire et on aide les personnes réfugiées à progresser en français pour s'insérer professionnellement et socialement. Merci. Et à toi Andrea. Et moi c'est Andrea, j'ai bientôt 30 ans et je suis le cofondateur. Il fait trop chaud. Ouais. Voilà, en tant que bon français, on adore se plaindre. C'est notre qualité première. J'ai complètement oublié de remettre le contexte, mais je crois que les gens ont quand même compris. On va parler d'impact et d'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc pour le coup, 2 entrepreneurs et une ex-entrepreneuse, mais toujours intrapreneuse, je ne sais pas comment on dit. Intrapreneuse maintenant, exactement. Allez. Moi, j'ai une première question qui est hyper généraliste que je vais poser à tout le monde et je vais commencer... logiquement par toi, Marion. Okay. Ouais, on va tout le temps commencer par toi. C'est vrai ? Ok, ouais. Je me prépare. Quel privilège. Concrètement, j'aimerais comprendre, toi, donc Adapt My Web, c'est ça ? Adapt Mon Web, exactement. Ouais. Comment tu as trouvé et validé ce pain, justement ? Ce pain, alors, ça a commencé par une difficulté personnelle. Je suis moi-même dyslexique et j'ai eu des difficultés à lire parfois le contenu en ligne. Et au moment de créer ma start-up, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Difficulté du coup à lire le contenu en ligne. Et à contrario, 70% du web n'est pas accessible. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de créer quelque chose pour remédier, en tout cas d'essayer de créer un monde web plus inclusif. Et donc j'ai créé une technologie d'assistance qui permettait de personnaliser son confort de lecture en ligne. Okay. Donc très simplement, tu pouvais augmenter la police, travailler sur le contraste, activer une synthèse vocale, tout ça pour avoir une meilleure lisibilité et avoir une meilleure consommation finalement de ta page web. Et tu as créé la boîte, donc c'était hors Content Square, j'imagine ? Tout à fait. Hors Content Square, c'était en 2018, okay. En janvier 2018. Et en janvier 2020, j'ai rencontré Jonathan Cherki, donc fondateur et CEO de Content Square, qui travaille sur l'expérience utilisateur pour tous. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, Marion, ces chiffres, j'en ai pas conscience. On travaille sur l'expérience utilisateur. On a besoin aussi de travailler sur continuer à travailler sur ce sujet de prédilection qui est l'accessibilité numérique pour tous. Trop cool. Juste qu'on comprenne un petit peu, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Content Square, peux-tu nous représenter et nous parler rapidement des synergies en fait avec Tout à fait. Content Square, c'est le leader mondial de l'expérience utilisateur et de l'analytics. Donc, on collecte énormément de data pour mieux comprendre le comportement des utilisateurs en ligne et faire des recommandations aux marques. Et finalement, cette synergie avec l'accessibilité numérique, c'est de se dire comment on accompagne les clients de Content Square aujourd'hui à créer de meilleures expériences utilisateurs pour tous et à avoir un site et des plateformes compliant au regard de la loi, parce que l'accessibilité numérique, c'est aussi régi par des lois et des référentiels. Très clair. Merci. Merci. Non, très très clair. Cool. J'ai complètement oublié de le dire, mais à vous tous qui nous suivez, si jamais vous avez des questions, parce que je vais bombarder mes invités de questions, mais si vous voulez me bypass,
Oui, écoute, merci Marion. Et Théo, du coup, ça va être un petit peu la même question. Ouais, comment tu as trouvé ton pain? Je reprends juste un Marion, toi quand même, le pain, tu l'as vécu. Oui, Et donc, tu t'es dit, je vais créer une solution. Je suis exactement. pas sûr que toutes les startups soient dans le cas. Donc, c'est pour ça que je pose la Mais question. parfois, il faut partir effectivement de quelque chose de très personnel. En Non, tout mais cas, j'en suis c'est... l'exemple. Et Ouais, tant mieux, hein. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres pour qui tout à ça fait. peut être aussi un membre de sa famille ou autre qui a rencontré ce Tout pain. à fait. Bref, je vais pas te manger ta réponse. Donc, je te... Ouais, en plus, nous, c'est pas le cas, c'est pas un pain spécialement personnel. Frelo existe depuis 2017 et au lancement de la société, il y avait un constat qui était que les enseignants de français pour les personnes d'origine étrangère n'avaient pas d'outils numériques qui étaient adaptés à leur enseignement. Ok. Et donc, on a commencé à proposer un outil à ces enseignants de français pour les étrangers, qui était plus de demandes d'associations qui accueillaient des personnes exilées qui nous ont fait part de leurs difficultés à gérer toutes les différences de niveau de scolarisation, de façon d'apprendre, de besoins en progression en fonction du projet professionnel des personnes qui étaient accueillies. Mhm. Et voyant que le besoin était encore plus prégnant pour les personnes exilées, on s'est concentré sur cette mission sociale. Et l'an passé, on a permis à plus de 6000 personnes d'apprendre le français, 6000 personnes exilées. Maintenant qu'on propose des programmes d'alphabétisation, de progression en français à des personnes exilées, on commence aussi à travailler sur des programmes de remise à niveau en français pour les adultes illettrés en France. Donc Ok. on a plutôt d'abord proposé un produit qui a fait ressortir un pain qui était plus important chez une cible particulière. Donc là, c'est plus français langue étrangère, hein. Exactement, c'est Ok. ça, ouais. Alors au Japon, avec l'autre cofondateur de Frelo, je me tourne parce il est juste à côté, qui s'appelle Louis. On a rencontré un professeur d'anglais qui nous a fait part, lui, de ses difficultés à trouver un outil numérique qui était adapté à son besoin. Ouais. Il avait créé un petit site qui permettait de progresser en compréhension orale et il nous a proposé de lancer la même chose. À l'époque, on était étudiants. On s'est dit, OK, pourquoi pas avoir ça comme projet entrepreneurial étudiant. Donc lui, il le faisait pour l'anglais, nous sur le français. Et c'est ça qui nous a permis de rencontrer des enseignants, rencontrer des apprenants. Et au moment où il fallait se lancer dans la vie professionnelle, on s'est dit, allez, on continue avec Frelo. Et ça fait plus de 5 ans que ça dure. Alors, je t'embête encore un peu, parce que sinon, c'est pas drôle. À quel moment vous vous êtes dit, OK, go, déjà, quand tu parles de projet entrepreneurial, mais en tant qu'étudiant, est-ce que tu avais déjà la vocation de pouvoir faire ça, en fait? Genre, j'imagine que tu pouvais jouer à la play ou aller boire des bières avec les copains. Donc, pourquoi tu as choisi de faire ça? Alors, bon, je jouais pas trop à la play, mais j'allais quand même boire des bières avec des copains. T'apprenais des langues dans ton temps libre, je sais pas. Non, mais c'était déjà, j'aime bien les langues étrangères. Je parlais un peu japonais, allemand, anglais, évidemment. Et non, avec Louis, c'était une opportunité qui nous est un peu tombée dessus. On voyait bien que, moi, j'avais un autre petit projet entrepreneurial étudiant avant, avec le directeur d'ailleurs des programmes d'accompagnement du H7, Julien. Ok. Et- Sur quelle thématique? C'était, je sais pas si vous connaissez Medium, sur le fait de proposer une plateforme qui permette à chacun de s'exprimer, rédiger des articles. Ça s'appelait Café Comptoir, Ok. l'addition de vos articles. Ok. Et on voyait bien que j'avais bien vu que c'était une expérience hyper enrichissante qui monter aussi un projet à plusieurs, en plus sur des thématiques d'apprentissage qui sont des thématiques hyper intéressantes, hein. La technologie, l'apprentissage, c'est des secteurs passionnants. Et donc on a commencé comme ça, projet entrepreneurial, plus pour le plaisir de lancer un projet, de le faire grandir petit à petit. Et en voyant que il n'y avait pas d'outils vraiment à destination des enseignants, ou alors très peu d'outils numériques à destination des enseignants, on s'est dit qu'il y avait quand même une opportunité, une petite niche pour laquelle on pouvait proposer un programme qui a un impact pédagogique fort auprès des apprenants. Et c'était ce qui nous plaisait.
Ok. Donc ton passage de zero to one, tu dirais qu'au final c'était un intérêt personnel, quoi, plus que professionnel à la base. Ouais, et le fait qu'il y ait une réponse du marché par rapport à ce besoin que nous, on avait identifié. Et quand cette réponse est devenue sociale, trouver cette dimension sociale et solidaire qu'on est passé de zéro à 1. Et bientôt à 2, à 3. Bref, j'arrête mes blagues. À toi, Andrea, peux-tu nous parler de la genèse de Gringot? Tu peux commencer, je crois que ça part de New York. Ouais, Oula. ouais, en vrai, ça part même d'avant, parce qu'en fait, ça part, si tu veux, Gringot, tu vois, je réponds à une question que tu as posée aux autres et que tu m'as pas posée, Yacine. Excuse-moi, Quel est le pain Andrea, excuse-moi. quand Non, on mais réseau full avec Gringot? disclaimer, on se connaît déjà, je t'ai reçu dans mon podcast. Donc en vrai, je pourrais répondre à ta place. Mais vas-y. Je me serais pas permis de te parler comme ça sinon. En vrai, nous, le pain qu'on résout avec Gringot, c'est à la fois la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la planète. Et du coup, comment on a trouvé ce pain-là? Bah, ça débarre il y a quelques années quand même, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle, Mhm. au moins depuis les années 70, voire même un peu avant, pour les gens qui sont très très dans le sujet. Et en fait, du coup, comment ça part? Ça part de deux, trois personnes qui sont notre échelle pour faire quelque chose là-dessus. Peut-être qu'on ne changera pas les choses nous, mais au moins on veut pouvoir se dire, pouvoir se regarder dans un miroir et se dire, ok, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai permis à d'autres de me suivre. Ok. Ça commence un peu par là. Tu faisais référence à New York parce que bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Maud notamment. Et c'est là, en fait, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un vrai impact? Il commence à avoir plein de secteurs qui sont déjà bien, avec plein de solutions. Ces solutions ne sont pas encore adoptées par le grand public ou pas encore optimales, mais tu vois, dans les transports, il y a des choses, dans la consommation, dans les cosmétiques, il y a des choses, dans l'habillement, il y a des choses, dans la nourriture, il y a plein de solutions, dans l'agriculture, il y a des solutions. En Mhm. revanche, on s'est dit qu'en finance, il n'y avait pas encore grand-chose et que c'était dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on faisait partie d'une génération de personnes qui fait vachement attention à tout ce qu'elle consomme, qui va moins se déplacer, enfin, ou se déplacer de façon plus responsable, consommer beaucoup moins d'une façon plus globale. Mais en fait, en même temps, tu vas laisser ton argent financer des choses avec lesquelles tu n'es pas du tout en accord dans ton quotidien. Parce qu'en fait, En tant que tel, beaucoup d'entre nous ne savent pas. ouais. Alors là, ça commence à apprendre de plus en plus. On commence à voir de plus en plus ce sujet-là dans les médias, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais quand on a commencé, c'était assez un peu inconnu. Et du coup, nous, en fait, le pain qu'on avait avec Gringot et qu'on a toujours, c'est de faire, en fait, prendre conscience aux gens qu'ils ont un problème. En fait, ils savent pas qu'ils ont ce problème-là parce qu'en fait, on sait tous qu'on a un problème de réchauffement climatique et de protection de la planète, mais on sait pas forcément que l'argent, en fait, peut être une solution. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on va faire pour que bah, les gens comprennent ce pain-là et comment on va faire pour donner une solution aux gens pour qu'ils puissent bah, s'attaquer à ce problème-là, quoi. Super, et j'ai quand même envie de rebondir sur un truc. Tu parles de justement attaquer un pain global. Je pense que tu pourrais l'attaquer de plein d'angles. Ouais. Je crois dire que tu es quand même rentré dans l'angle, pour moi, le plus difficile, parce qu'il y a énormément de mastodontes, là je Ouais. parle de banques justement, qui ont peut-être pas accueilli votre arrivée. Et tu en as déjà parlé, je veux avoir de l'impact dans mon job, mais au-delà de ça, c'est ça que je veux faire, c'est ce pain, et c'est de cette manière-là que j'ai envie de Ouais. l'attaquer et de créer Gringot. Alors du coup, Fabien a pas mal de connaissances bancaires quand même pour Ok. le coup. Maud, moi, c'est vrai qu'on en avait un peu moins. On commence à en avoir un petit peu là depuis 2 ans. Mais en fait, je pense que si on était issu vraiment du secteur de la banque, on n'aurait jamais fait ça. Parce qu'en vrai, ça a été très compliqué. On a mis, donc là, pour info, on a sorti notre app il y a quelques semaines. Hey. Et ça faisait 2 ans de travail quand même pour ça. Donc je pense que en fait, si on avait su dès le début 2 ans, alors on l'aurait peut-être fait, mais ouais, il aurait fallu être très très courageux. Et en Ok. fait, je pense qu'il y a une part un peu d'inconscient et de folie. Je sais qu'il y a souvent Donc la naïveté un peu. un quand peu même. de naïveté, ouais. Ouais. C'est le fondateur de Conto qui dit ça. Il dit toujours si j'avais su que c'était aussi difficile, je l'aurais pas fait. Je pense que je l'aurais quand même fait parce que nous, on a vraiment une mission. On a toujours essayé, mais on aurait peut-être réfléchi un peu plus. Là, on s'est dit bon, vas-y, go, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Ok. Et puis voilà. Donc Ça il y a se une- passe. La possibilité, tu vois, d'avoir un peu de chômage aussi et toutes ces choses-là. Et en fait, tu dis, t'as pas d'enfant, t'es jeune et tout. Au pire, tu vas
perdre un an de ta vie, mais en fait, tu la perds pas ton année de ta vie parce que tu apprends tellement de choses, même si tu te plantes totalement, que derrière cette année-là ou ces 2 années-là, en fait, ça vaut 10 ans d'expérience ailleurs, quoi. Donc, on avait de la chance de pas avoir un risque énorme quand on s'est lancé là. Donc, on a été très chanceux aussi, faut le reconnaître. Mais le risque pour nous était pas énorme, quoi. Le risque était plutôt de rien faire et d'attendre que ça passe. Et dans 50 ans, se dire, ah ben, on a pris plus 4 degrés, mais moi, je pouvais rien faire parce que c'est les autres, quoi. Ok, très clair. Voilà. Très clair. Marion, je me tourne vers toi. J'ai une petite question. Enfin, une grosse question. Dis-moi. C'est vraiment par rapport à la fondation Content Square. J'aimerais comprendre aujourd'hui comment est-ce que vous êtes capable, donc une aussi grosse, je sais pas, on appelle ça une scale-up aujourd'hui, Oui. une unicorn. Et parce que j'avais pas envie de perdre cette notion sociale et humaine que j'avais créée. Et j'avais aussi créé un produit EdTech pour les élèves dyslexiques en parallèle de ma techno d'assistance. Et quand j'ai rencontré Jonathan Cherki, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on fait finalement de ce produit-là qui a 10 000 utilisateurs, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse continuer à le faire prospérer. Il y a énormément de risques, hein, excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu as une acquisition, qu'au final tu te retrouves à une équipe X ou Y et que ton produit meurt et qu'on acquiert juste à base de données de clients. Exactement, exactement. Et ça, c'est un no-go. Mais oui, ça fait peur parce que Ouais. finalement, c'est encore l'inconnu, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est l'inconnu. Et vendre sa boîte, surtout enfin, on est passé de 5 collaborateurs à plus de 1000, tu vois. Donc, c'est quand même totalement différent. Et j'avais pas envie de perdre, en fait, cette notion sociale, humaine et à impact. Et donc, j'en ai discuté. Jonathan Cherki m'a dit, c'est un sujet pas assez connu. Une fondation non-profit qui a pour mission d'évangéliser sur le sujet de l'accessibilité numérique et vraiment d'avoir des actions concrètes et tangibles. Donc ces actions aujourd'hui, elles se déclinent comment? C'est l'investissement dans la science, la recherche et la science. On vient de faire un partenariat avec l'Institut de la Vision pour mieux comprendre le comportement des personnes en situation de handicap en ligne et peut-être prédire et détecter en amont des maladies visuelles type la cataracte ou la dégénérescence maculaire. Donc ça, c'est un gros projet scientifique à très long terme. Et en parallèle, on crée aussi des produits. Donc ce fameux produit EdTech que j'avais développé, là, on le redéveloppe au standard de Content Square et on l'offre gratuitement à tous les utilisateurs et en open source. Okay. Donc là, on vient de valider un partenariat avec Microsoft. On a créé un add-on pour que cet outil Adobe ou des jeux vidéo pour ajouter et implémenter notre plugin d'accessibilité, parce que partout où tu as du texte, tu peux avoir besoin d'accessibilité ou d'adaptabilité. Très, très clair. J'aimerais juste savoir, quand on parlait d'intrapreneuriat, et que là tu parlais par exemple du partenariat avec l'Institut de Vision, de la Vision, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez investi ou ramené des boîtes externes? Est-ce que vous avez racheté d'autres boîtes? Est-ce que ce sont des collaborateurs en interne à qui vous insufflez l'envie d'entreprendre? Comment ça se définit? Alors aujourd'hui, c'est plus en mécénat de compétences. Les salariés de Content Square peuvent contribuer au développement de la fondation, Content Square Foundation. Aujourd'hui, l'équipe fondation est assez petite. On est 5, mais l'idée, c'est effectivement d'aller chercher du mécénat de compétences, aussi bien chez Content Square que par des boîtes partenaires. Beaucoup plus global, mais pour l'instant, voilà, on y va aussi step by step et on choisit un petit peu nos combats et notre verticale comme on peut faire dans l'entrepreneuriat de start-up. Et on vous follow où pour voir toutes ces news? Alors, sur LinkedIn, on relance notre site rebrandé cette fin de semaine parce que jeudi, le 19 mai, c'est le Global Accessibility Awareness Day. Donc, on va lancer pas mal d'initiatives jeudi 19. Donc, suivez Content Square Foundation. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'accessibilité numérique. On se fera un plaisir d'y répondre. Trop cool. Merci. Mon cher Théo,
j'aimerais comprendre une petite chose. Dis-moi. Donc, tu nous as parlé du pain dans un premier temps. Et là, je vais un petit peu plus creuser. Comment, donc je ne sais pas si c'est parti d'une feuille de route, est-ce que c'est une vision à 2-3 ans, mais comment tu as lancé le produit? Comment on a lancé le produit? Vous avez fait C'était sur un une maquette outil sur de Word? WordPress qui était proposé, une petite plateforme EdTech, je sais plus comment elle s'appelle. D'ailleurs, je sais pas si elle existe encore. Ok. On partait d'assez loin quand même, hein, parce que pour créer toute une plateforme d'apprentissage, en plus on la voulait accessible sur application. Il n'y a pas de, à l'époque, les templates qui existaient n'étaient pas du tout adaptés à l'enseignement de langue étrangère, qui passe beaucoup par le fait d'utiliser des exercices avec une dimension orale. Mais donc on a commencé comme ça avec un plugin WordPress sur lequel on a travaillé en freelance avec des enseignants qui créaient des contenus pédagogiques qu'on vendait à l'époque plutôt à des établissements du supérieur, à des entreprises, à Ok. quelques associations. Et donc, Tu avais ces compétences techniques ou les freelances, c'était quoi leur impact alors, justement sur le développement c'était produit? plutôt donc Louis, l'autre cofondateur, et freelance qui maîtrisait cet outil proposé par WordPress. Et donc, voilà, on travaillait avec des freelances, on était tous les deux. Et petit à petit, on a pu avoir quelques clients. Ça nous a permis derrière d'obtenir des financements de la BPI, de banques, ce qui nous a permis de passer à l'étape d'après, commencer à créer notre propre plateforme. Ok. Là, on a créé des partenariats de recherche avec deux labos, un labo sur la didactique des langues, un labo à Lyon, pour vraiment travailler sur toutes les problématiques d'individualisation de l'apprentissage au service de l'éducation. Et c'est là qu'on a commencé à avoir une vraie dimension innovante qui nous a aussi permis d'avoir accès à des financements plus importants. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'on a réussi. On a aussi gagné un beau concours à la Fabrica Viva qui a apporté une belle subvention qui nous a permis de recruter notre directeur pédagogique à tout le... Alors pas à tout le pain parce qu'on a encore des programmes qui sont en cours de construction. Mhm. Et je rebondis sur le point de Andrea de tout à l'heure. Si on avait su que ça nous prendrait aussi longtemps de créer un outil qui répond vraiment complètement aux problématiques pédagogiques que rencontrent nos formateurs, utilisateurs, je ne sais pas si on serait lancé en sortie d'études. Ouais. Parce que quand on fait de la pédagogie, quand on fournit un outil à des formateurs qui sont très exigeants, hein, les enseignants sont exigeants, forcément on ne peut pas tricher. La dimension MVP, elle est plus relative que peut-être dans certaines autres activités. Quand tu parles de MVP, c'est ta version WordPress. Ouais, c'est ça. Ça a pris combien de temps et vous avez alloué quel budget avant de lancer la V1? Ouais, sur les premières étapes de développement, je pense qu'on était autour de 30 000 euros de budget. Ok. Et là, on est... Donc, premier financement, on est d'accord. Exactement, c'est ça. Donc, tu peux dire que ton investissement de base est, ouais, est de 30 000 euros. Ouais, exactement. Alors après, quand on s'est lancé en sortie d'études, on avait peu de budget. Mhm. Le fait d'être étudiant entrepreneur, ça permet d'être accompagné par des incubateurs, ça permet de participer à des concours. On demande aussi de l'argent à ses proches, donc c'est un peu ça les 30 000 euros de Ah, base. le réseau, quoi. Ouais, On salue nos familles. le réseau, ouais, la famille, les amis, et donc on part de ça, on crée des premières preuves de concept qui nous permettent ensuite d'aller voir des banques, d'aller voir la BPI, qui nous permettent de tripler à peu près le montant de financement obtenu. Ok. On recrée un produit, on arrive de nouveau à le vendre, ça nous permet de nouveau de tripler le financement jusqu'à la première levée de fonds qu'on a faite en fin 2020. Fin 2020, tu m'as dit, hein, le premier client. Et je pense que là, dans votre tête, c'était un petit peu, dis-moi si je me trompe, mais ouais, la recherche de dérisquer, je sais même pas si ça se dit, mais en gros, de trouver un petit peu, je sais pas, une carotte qui te donne envie d'avancer dans ce projet-là, quoi. Qui te rassure, disons.
Bah, je pense que ça a pris 1 an. Ok. Et après, c'était pas tant le fait d'être rassuré ou autre, c'était juste le fait de. Enfin, à partir du moment où on a commencé à commercialiser notre plateforme, c'était la preuve qu'il y avait un besoin côté formateur Mhm. pour lequel les établissements étaient prêts à payer. Parce que le fait de proposer un outil à des enseignants, il y avait d'autres personnes qui le faisaient sur d'autres thématiques. Donc voilà, le besoin numérique pour des profs, ça c'était déjà validé, ça existait. Par contre, le fait que des établissements soient prêts à payer pour ça, c'était quelque chose pour lequel il fallait qu'on ait une validation. Et donc, on pouvait avancer, on pouvait rassurer aussi les banques dans le fait de nous financer, rassurer la BPI Ouais. et poursuivre l'aventure. Je trouve ça intéressant parce que je sais que dans l'écosystème, on dit beaucoup que les gens ont beau te dire oui, mais tant qu'ils sortent pas leur carte bleue, en Exactement. gros, c'est qu'il n'y a pas de marché forcément. J'imagine qu'avant les 30 000 euros, vous avez quand même fait une sorte de customer discovery, faire des interviews avec justement ces profs de FLE, Mm. enfin de français langue étrangère. Je ne sais pas combien de temps ça a pris et combien de personnes avec qui vous avez échangé avant de dire ok, c'est bon, on a un truc, lançons la V1. Ça, c'était plutôt du coup pendant la période d'entrepreneuriat étudiant. Donc, allez, on avait lancé le site, hein, on avait la confirmation qu'il y avait un besoin pour les profs d'anglais, il fallait juste le valider pour les profs de français. Ah, mais cette confirmation, tu l'as juste eue par justement cette personne que tu connaissais au Japon et vous vous êtes dit, bah, si ça marche en anglais, ça devrait marcher en français. Voilà, c'est ça. Et on a qui nous ont fait part effectivement du fait qu'il n'y avait pas d'outils qui étaient adaptés à leurs besoins. Mhm. Et 50, c'est suffisant, surtout que tous nous ont fait part des mêmes problématiques pédagogiques. Donc, à ce moment-là, les hypothèses concernant le besoin côté utilisateur étaient validées. Et après, il fallait valider les hypothèses de croissance, de développement commercial auprès des établissements. Et donc là, on a rencontré, je pense, une trentaine d'établissements différents, une trentaine d'interlocuteurs différents au sein de ces établissements pour comprendre bah, auprès de qui est-ce qu'il fallait qu'on s'adresse, à qui il fallait qu'on s'adresse pour commencer à vendre, quels allaient être les cycles de décision dans nos différentes cibles clients. Très clair. Je crois que ça introduit enfin notre cher Andrea qui peut répondre à cette question, mais concrètement, vous avez pris quoi, 2 ans avant de lancer le... Avec 10, 15 ou même 30 000 euros ou même 100 000 en fait. Et en fait, nous, il a fallu qu'on lance un produit qui soit forcément pas aussi complet dès le début que ce que peuvent avoir des N26 ou des Revolut en termes de features, en termes de fonctionnalités et tout ce qu'ils peuvent faire, mais quand même un produit qui soit suffisamment bon pour que les gens puissent payer 6 euros par mois. Et en fait, nous, au début, quand on a commencé, donc il nous a fallu trouver des fonds très très rapidement. Et en fait, on a eu souvent la réponse, mais votre produit, il est seulement vert. En fait, bon, je pense que c'était un peu des gens qui n'avaient pas trop compris l'urgence écologique de faire les choses. On l'a eu beaucoup, on l'a les salue. quand même, ouais, on les salue. Beaucoup ont changé d'avis depuis, d'autres, j'espère qu'ils ont changé d'avis, et d'autres, tant pis pour eux. Mais en tout cas, même si on s'est dit, ok, c'est dommage que vous n'ayez pas compris l'urgence, on s'est quand même dit qu'il fallait quand même qu'on ait un produit qui tienne la route. On ne pouvait pas juste avoir un truc avec écrit juste en noir sur de faire rapidement une levée de fonds. Et pour faire cette levée de fonds, bah ouais, il faut montrer que tu as potentiellement un marché qui est adressable et qui est possible. Alors nous, on avait beaucoup de chance, c'est qu'aux États-Unis, il y a déjà un acteur qui s'appelle Aspiration qui a levé des centaines de millions de dollars et qui a des millions d'utilisateurs maintenant. Donc ça nous a pas mal aidé à montrer que ça pouvait marcher aussi ailleurs. C'est eux qui vous ont inspiré avant même de lancer Gringot. Alors, on s'est dit, ok, on faut vraiment qu'on fasse quelque chose sur de la finance, sur de la banque, et comment on peut faire. En fait, en cherchant, on s'est vu qu'il y avait déjà des gens qui arrivaient à le faire, et donc en fait, ça nous a conforté dans l'idée que c'était possible. Ok. Et du coup, on a vu ces gens-là. Et en fait, nous, tout simplement, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, comment tu fais pour lever des fonds quand t'as pas de track record, parce qu'on n'avait pas fait de boîte avant, ou très très peu, quand t'as pas fait Polytechnique HEC, et que du coup, tu es un peu un lambda dans toute cette histoire-là, ben en fait, c'est compliqué de lever sur un deck parce que c'est ce qu'on a fait. Et donc, en fait,
qui est très actif sur les réseaux sociaux et montrer en fait qu'il y avait de l'intérêt sur le marché. Et donc, tu as eu une question tout à l'heure, c'était en fait comment est-ce que tu passes du moment où en fait, les gens te disent ok, c'est cool, je veux bien laisser ton adresse mail, me dire que je me préinscris, mais ok, est-ce que les gens paieront quand il faudra payer? Bah, ça, en fait, ça a été la grande inconnue pendant très très longtemps et c'était ce que des gens nous ont dit en fait, c'est super, votre com elle est sympa et tout, mais moi je pense que les gens ne paieront pas pour ça. Et bah, pour l'instant, je pense que ces gens-là, certains se trompent parce qu'on a quand même déjà pas mal d'utilisateurs payants. J'espère qu'on en aura plus, mais nous, ça a été. Craché le lancement d'ailleurs, il me semble. Ouais, ça a été un peu, ça a été un peu chaotique les 2-3 premières minutes au lancement. De bon augure. Mais ouais, de bon augure. Mais voilà, ça a été très délicat pour nous en fait de dire en fait comment tu fais pour montrer que tu as un marché sans pouvoir tester ton produit. Ok. Donc, voilà. Je m'adresse juste à. Je suis sûr qu'il y a d'autres entrepreneurs qui, encore une fois, ne connaissent pas grand-chose, que ce soit à l'industrie de la finance. Est-ce que tu as interviewé, comment tu as capté que nos banques traditionnelles utilisent notre argent pour financer des choses qui ne sont pas forcément en accord avec nos valeurs? Et du coup, juste avant de répondre à ça, juste peut-être Ouais. pour préciser, pour ceux qui écoutent, en général, quand on dit que tu fais une startup, tu vas faire du test and learn, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a un problème, mais tu vas faire un MVP, un produit qui n'est pas vraiment ça, mais tu vas le donner à des gens, ils vont dire ok, c'est pas mal, mais il faut changer ça, tu devrais rajouter ça, etc. Nous, on ne pouvait pas, par définition, on ne pouvait pas faire ça, parce que ça coûtait trop d'argent de lancer un produit. Et du coup, pour répondre à ta question, bah, nous, en fait, si tu veux, c'est un sujet qui commençait à émerger pas mal dans la presse et dans les médias, que nos banques faisaient un peu n'importe quoi avec l'argent. Il y avait des rapports d'Oxfam, il y avait les rapports de Rainforest Action, il y avait François Gémen qui disait pas mal ça à la télé aussi, qui est un politologue. Et en fait, si tu veux, c'était un sujet qui était connu, mais pas vraiment mis en lumière. Et en fait, il y a eu 2-3 choses qui ont fait que ce sujet est vraiment arrivé à la lumière. Tu te rends compte que c'est un problème qui est déjà bien connu par les insiders du secteur-là. Certains décident de s'en foutre et en fait de dire en fait nous on le sait mais les clients le savent pas. D'autres quittent totalement ce qu'ils font pour pouvoir faire autre chose et en fait tu trouves vite tes informations sur ce secteur-là quand tu cherches quoi. Ça a pris combien de temps pour vous? Pour comprendre que c'était un secteur un peu pourri, en vrai, 24 heures. en 2 semaines, Ouais, 24 heures, tu vois. Tous en les fait, jours, tu disais, mais ah ouais, non, c'est chaud, c'est quoi. pas Ouais. possible, Et puis en quoi. vrai, maintenant, tu tapes impact des banques sur Internet, Oui. voilà, et, en 30 secondes, c'est les 2 premiers trucs Google, quoi. Ok, bon, ben merci. J'ai une question générale à vous poser à vous trois. On va commencer par toi, hein, évidemment. Est-ce que entrepreneuriat à impact veut forcément dire que tu vas perdre de l'argent, que tu vas faire du social et que tu es une association? Et la réponse est non, mais vas-y. C'est une très bonne question et on me l'a beaucoup posée. Non, je pense que pour avoir un impact, créer un mouvement global. Et donc pour ça, non, je pense qu'il faut absolument pas perdre de vue le business. Et le business à impact, l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat à impact, ça existe. Et aujourd'hui, on en a besoin. Et la preuve chez Content Square, c'est que même une scale-up, après 10 ans de vie, s'engage sur l'impact et veut aller plus loin sur des causes. Au-delà de l'accessibilité, on a notre Chief Impact Officer qui vient aussi d'arriver, qui est Kat Borlogan, sur pas mal de sujets divers et variés. Et donc non, on s'engage réellement pour l'impact. L'ancienne présidente de la French Tech? Exactement. Bienvenue à elle. Et voilà, mais je crois que tu sais déjà, dans tous mes podcasts, il y a une question qui me sort de ma tête. Mais tu m'as parlé de Content Square, Ça va? Oui, non, j'aimerais comprendre. Quand tu parles les gens, enfin, je me suis peut-être mal exprimé, les gens pensent que quand tu fais de l'impact ou du social, c'est quelqu'un qui va perdre cette valeur. Parce qu'on est obligé de, je ne sais pas si c'est faire des dons ou quoi. Ma question est justement, quand toi tu lances une boîte, est-ce que tu réfléchis en te disant, ok, par exemple, je reprends l'exemple des banques, les banques, elles sont trop gourmandes ou elles prennent un trop gros taux, donc là, on va faire des revenus, elles vont gagner un peu moins d'argent, mais au final, toi aussi, en tant que user, tu vas peut-être investir et avoir des revenus
un peu moins gros, mais qui sont en accord avec tes valeurs. Je ne sais pas si cette question, déjà, tu la comprends. Mais moi, je la comprends moyennement. Mais... Si, j'essaie de la comprendre. En fait, moi, j'ai voulu sensibiliser les entreprises à rendre leur site accessible à tous. Et donc, cette notion déjà d'entrepreneuriat était sociale de par la création de la cause et de l'outil que j'ai mis en place. Et après, chose globale et c'est devenu une priorité. Alors, non, ouais, tu réponds parfaitement et du coup, ça me permet d'encore mieux formuler. Sur ta partie B2B, justement, quand tu vas voir ces entreprises, donc on est d'accord, c'est là où tu monétises, hein, c'est elles qui vont payer. Est-ce que tu es obligé d'arriver, j'imagine quand même, avec un business plan, être un peu business-driven et leur dire que justement, il y a, comme je reprends tes chiffres, 1 milliard de personnes sur Terre justement qui souffrent de cet handicap, vous perdez potentiellement 15% d'un marché. C'est comme ça, en fait, l'approche? Oui, l'approche, c'était ça. C'était de dire, c'est un enjeu sociétal. Il y a bien sûr l'aspect légal, mais vous perdez 15% de votre audience qui, aujourd'hui, n'accède pas ou peu à votre contenu. Donc, effectivement, c'était la porte d'entrée. J'étais souvent bien accueillie, mais pour les faire changer aussi de mindset en disant, en fait, je vais devoir tout reprendre tout mon code, le recoder accessible. Ils voyaient plutôt ça comme une charge et un projet très long terme. Personne au quotidien. Donc j'arrivais souvent avec des petites lunettes qui simulaient une cataracte ou une dégénérescence maculaire et je leur disais, voilà, essayez de naviguer sur votre site. Et donc je pense qu'il faut montrer pour comprendre vraiment la difficulté rencontrée. C'est hyper intéressant. Donc, du coup, tu veux mettre ton client dans la peau du end-user pour qu'il comprenne le pain. Exactement, c'était ça. Mais il faut toujours montrer un peu d'argent et de ROI, j'imagine. Oui, et de la data. Et c'est là où c'est intéressant, ce mariage avec Content Square. C'est que Content Square va pouvoir dire, regardez combien de personnes quittent votre site par manque d'accessibilité. Et c'est là où, finalement, ce lien et ce mariage après l'acquisition a tout son sens. Merci, Marion. Théo, je te pose la même question qui est très très large et pas la question un peu bizarre que j'ai posée avant. Désolé. Mais c'est bon. C'est bon. Business. Et au-delà de ça, à quel moment toi tu as mis ça aussi dans ton plan? Est-ce qu'au début, c'était peut-être juste une association, une boîte où tu t'es dit, je vais la faire gratuitement pour mes users et je vais prendre du temps pour moi, ou à un moment, tu t'es dit, non, j'ai envie justement d'avoir, de créer un réel business qui puisse me permettre d'en vivre? Ouais. Alors déjà, est-ce qu'il y a une poursuite de rentabilité dans Frelo? Aujourd'hui, on associe les entrepreneurs à impact à des entrepreneurs qui créent des sociétés qui ont un objectif d'impact social. Souvent, ces sociétés, c'est des sociétés à mission. Et donc, c'est des sociétés qui, dans leur statut, poursuivent des buts et lucratifs, mais aussi sociaux et environnementaux. Et normalement, à travers leur activité principale. Ce n'est pas des activités parallèles qui remplissent des objectifs. Il y a le but lucratif et le but social ou environnemental. De façon très concrète, chez Frelo, statutairement, on ne peut pas dissocier la croissance de notre impact social de notre croissance économique. Okay. Si on fait du chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait au moins X% de ce chiffre d'affaires qui soit lié à notre impact social. Et c'est évidemment la majorité de notre chiffre d'affaires. Comment tu mesures ton impact social ? Nous, c'est les utilisateurs de notre outil qui sont ou exilés, ou demandeurs d'emploi, ou en situation d'analphabétisme, ou illettrés, ou plus tard en situation de handicap. Okay. Donc, c'est des personnes qui sont défavorisées par leur parcours de vie ou par leur parcours scolaire, des adultes qui ont raté l'école et qui, malgré le fait qu'ils soient adultes, ne savent toujours pas lire, pas écrire. Est quand même important. Et pour répondre à l'autre question, est-ce que dès le début la boîte était sociale et solidaire?
dès le début, on voulait faire un outil qui soit utilisable par tous et avoir un modèle économique qui permette à n'importe qui d'utiliser nos outils. On avait à peu près un tiers, plutôt 20% de nos utilisateurs qui provenaient d'associations d'accueil d'exilés. Mais qui étaient en fait parmi nos meilleurs utilisateurs, qui nous faisaient le plus de feedback. C'était auprès d'eux qu'on avait le plus de traction, et c'était auprès d'eux aussi qu'on avait le plus grand impact pédagogique. Quand on travaille avec des associations sur des problématiques d'apprentissage, la seule chose qu'on va regarder, c'est l'efficacité pédagogique concrète. Quand on travaille avec des centres de langue privés, leur objectif est plutôt marketing, utiliser du numérique pour renvoyer une image positive auprès de ses clients. Qu'on a vraiment fait ce virement social, qu'on est passé de 15-20% d'utilisateurs qui étaient des personnes exilées à aujourd'hui 90%. C'est énorme, c'est vraiment l'ADN même de Frelo. C'est ça, c'est une concentration d'efforts sur ce public, mais qui a des besoins particuliers. C'est les personnes exilées qui ont besoin d'apprendre à lire et à écrire avant d'apprendre à parler français. Quand on s'adresse à un centre de langue privé qui forme des personnes retraitées en Australie pour progresser un peu en français, c'est pas du tout le même besoin. Il n'y a pas besoin d'apprendre à lire, à écrire. Et donc, il y a des besoins d'appli mobile, il y a des besoins de programmes sur des thématiques autour du français, du monde administratif, des besoins de français sur des thématiques de retour à l'emploi. Comment est-ce que je m'adresse à mon management? Comment est-ce que je m'adresse à mon administration? Fait jusqu'à présent, et on commence aussi à créer des contenus sur des thématiques mathématiques et numériques. Et je t'embête un tout petit peu, mais d'un point de vue CA, vous monétisez déjà du coup? Ouais. Quand tu parles de 90% aujourd'hui de tes utilisateurs qui sont des exilés ou d'autres personnes dans ce genre de situation, d'un point de vue CA, est-ce que 90% du CA est représenté par ces personnes-là, ou au contraire les 10 derniers pourcents qui sont peut-être des instituts privés représentent, je sais pas, un plus gros pourcentage proportionnellement de CA? Non, c'est vraiment équilibré. Ok. Nous, notre modèle économique, c'est la vente d'un abonnement à des structures qui mettent à disposition de leurs formateurs et de leurs apprenants notre plateforme. Mais ces structures-là, elles sont elles-mêmes financées par Pôle emploi quand il s'agit de personnes. C'est pas les associations qui payent en fonds propres l'accès à notre plateforme. Ça se fait toujours dans le cadre de marchés publics ou par des financements de fondations aussi, mais c'est une minorité de nos clients. Merci bien pour avoir répondu à mes questions reloues. À toi, Andrea. Est-ce que tu penses que impact entrepreneurial et l'impact plutôt et business peuvent rimer? Ouais, bien sûr. C'est obligatoire pour moi parce que si tu veux aujourd'hui, malheureusement, quand tu gagnes pas d'argent, que tu es une asso par exemple, en fait, tu vas dépendre d'autres acteurs qui vont te financer. Ces acteurs, très souvent, ils peuvent être mal intentionnés. On peut avoir des grands groupes qui font du pétrole, du charbon, du gaz, qui vont donner plein d'argent à plein d'assos tous les ans, qui vont faire du mécénat, qui vont être contents. Et en fait, ça marche pas. Si tu veux, quand tu fais ça, tu fais simplement, tu recouvres un peu Après, il faut probablement pas qu'elle en gagne de la même façon que les autres. Il faut peut-être que les taux de marge sur certains secteurs soient un peu plus bas. Il faut peut-être que les business models soient un peu différents. Et tout à l'heure, tu demandais qui perd en fait dans l'histoire quand je te dis que les taux de marge sont plus bas. Parce que tu vois, forcément, aujourd'hui, quand tu achètes ton jean à, j'en sais rien, à 10 € parce qu'il est fait n'importe comment en Turquie, en Chine et tout, en fait, tu as des marges, le taux de marge est plus élevé, ou alors, il y a quelqu'un qui perd par rapport à si tu achètes le même jean à 40 € parce qu'il est plus cher, soit c'est le consommateur qui paye, soit c'est. En fait, faut pas oublier que quand on fait ça, alors je parle de l'environnement, en fait, ce qu'on prend, on le prend à la planète, en fait. Parce qu'en fait, à la base de tout ce qu'on fait, c'est des ressources naturelles qu'on va prendre gratuitement sur la planète. Et sauf que quand on les extrait n'importe comment, quand on fait n'importe quoi, en fait, si tu veux, tout le monde gagne.
sauf la planète, tu vois. Et au final, À court terme, on gagne. à court terme, on gagne, et au final, la planète, elle va te faire un gros fuck. Elle est déjà en train de le faire. Un peu moins souffrir, et du coup on aura tous payé un tout petit peu plus à court terme, mais à long terme bah, ce sera mieux. Et alors après évidemment ce que je te dis c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est surtout plus facile pour les gens qui ont les moyens de faire ça. Quand tu comptes à l'euro près, c'est plus difficile à la fin de mois de tenir le discours par rapport à si tu gagnes très très bien ta vie. C'est sûr, mais du coup, il faut aussi que bah, en fait, tu as des personnes qui puissent se permettre de faire ça, qui le fassent, l'effort pour ceux qui ne peuvent pas se permettre, et un peu à la fin, qu'on arrive un peu à une situation d'équilibre. Mais ouais, on est tous perdants de payer plus cher ces trucs bio ou ces trucs sur le vélo à court terme. Et c'est pour ça aussi, tu vois, du coup, un truc que moi je trouve super intéressant, et encore une fois, je parle surtout de l'impact environnemental. En fait, très souvent, il faut souvent l'associer à autre chose. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, tu vois, là, c'est les vélos et les vélos électriques. Il y en a plein en ce moment qui sont pour l'environnement et pour la planète, avec des bénéfices que toi, tu vas avoir aussi. Tu vois, quand tu achètes une voiture qui est plus petite, c'est un peu moins classe parce que tu n'as pas un gros SUV et tout, mais en vrai, surtout avec les prix du pétrole en ce moment, toi, tu vas payer beaucoup moins cher. Et c'est bon pour la planète aussi. Et il y a plein de trucs comme ça. Quand tu manges bio, c'est aussi meilleur pour ta santé. Et voilà, en fait, c'est double, tu vois. Il faut toujours associer un bénéfice. Quoi. Bah ouais, en Voir fait, la vie en rose. il faut parce que tu veux, sinon tu non, t'en mais sors pas. je suis d'accord. Et il faut toujours associer un bénéfice environnemental avec un bénéfice qui peut être un peu plus égoïste. Parce que le bénéfice environnemental, il est partagé par tout le monde. Et quand tu as quelqu'un qui fait n'importe quoi à côté de toi, tu dis, bah, en fait, il détruit mes efforts. Mais du coup, si tu as aussi un truc qui est un peu égoïste à côté, bah, tu dis, je le fais pour moi, et en plus, c'est cool pour la planète. Et je pense que cette façon-là, elle sera plus facile à adopter par beaucoup de monde, quoi. J'entends très bien, et donc du coup, la vision est un peu plus globale et surtout long-termiste. Juin. Est-ce que c'est Gringot qui perd un petit peu en marge et est-ce que c'est moi qui paye un petit peu plus? Cette valeur justement qu'on décide à court terme d'absorber pour justement avoir un meilleur impact à long terme, qui est-ce qui la perd ou qui est-ce qui la paye? Bah, nous, on a décidé que ça allait être un peu tout le monde. Nous, c'est un compte, aujourd'hui, c'est un compte courant qui est à 6 € par mois. Chez d'autres acteurs bancaires, pour 6 € par mois, tu peux peut-être avoir un truc qui est un tout petit peu plus supérieur à ce que nous, on peut te proposer. Ok. Nous, on fait aussi des sacrifices sur nos marges, sur d'autres secteurs. On va faire des dons, des frais d'interchange, toutes ces choses-là. Et toi, tu vas peut-être payer un tout petit peu plus cher. Mais aujourd'hui, quand on est une petite start-up qui se lance, qu'on n'a pas les moyens qu'on peut avoir des grosses banques, il faut forcément que quelqu'un le paye à un moment. Et bah, nous, on a décidé de partager un peu ça avec nos membres et avec nous. Mais nous, ce qu'on offre, c'est pas simplement des services bancaires, ça va plus loin. Et donc, pour l'instant, les gens sont Ouais, et puis prêts à payer ça. je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais un grand merci à tous. J'invite tout le monde à suivre de très près Gringot, Frelo et Fondation Content Square. Très bien. Voilà, et je remercie évidemment nos 3 invités pour s'être prêtés au jeu de répondre à toutes mes questions. Un peu bizarre, je vous l'accorde parfois. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon temps. Je remercie tous ceux qui étaient avec nous et je vous dis à cet après-midi pour le prochain talk. Merci beaucoup. Merci.